Aujourd'hui, avec les prix qui flambent tous azimuts, quel est pour vous, président du PTB, le salaire en net minimum pour mener une vie normale? Écoutez, 100 2500 par mois, on ne sait pas vivre. En main? Ben ouais, bien sûr. Ça, c'est quand même la réalité. Aujourd'hui, comment voulez-vous, avec les salaires minimums, s'en sortir? Des gens qui gagnent 1500, 1600, 1700, moi, je comprends que la colère est terrible au niveau des gens. Et vous, alors vous êtes riche avec vos 6 000 euros comme député? Donc moi, j'ai 2000, comme vous le savez. Ça, c'est votre problème. Mais votre 6 000, vous êtes riche avec vos 6 000. Mais moi, je ne les touche pas. Le Parlement donne tout de suite à notre Parlement. Vous les donnez à votre parti. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait une proposition. Votre parti. C'est pour ça qu'on a fait une proposition pour diminuer les salaires des députés et des ministres par 2 et les dotations des partis. Parce qu'il y a quand même 40 millions d'euros qui va vers les partis. Donc avec le PTB, on a proposé de diminuer par 2 ces salaires-là. Et vous savez, pas pour une question budgétaire, hein. Aussi, surtout pour une question que les députés doivent vivre la réalité du peuple qu'ils représentent. Moi, avec mes 2000, je compte aussi, moi, je veux dire, à la fin du mois, etc. C'est un peu comme un médecin qui devrait être hospitalisé dans un hôpital pour voir comment on traite les malades. C'est un peu la même chose. Non, la différence, c'est que le politique, évidemment, prend des décisions qui concernent tous les travailleurs. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai toujours dit, si la moitié du Parlement travaille en équipe... Les politiques sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, quand même beaucoup. Je crois que l'élite politique est quand même très, très fortement enrichie ces dernières années. Je vois quand même beaucoup plus de carrières qui se font. Mais deuxièmement, moi, je dis aussi que si le Parlement était composé de la moitié de travailleurs, on n'aurait pas supprimé les prépensions, hein, M. Vrébos. On n'aurait pas modéré les salaires avec des sauts d'index, etc. Vous savez, Georges-Louis Boucher, qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas difficile. Hein. 18 000 euros bruts par mois. Lui, il n'est pas né avec une cuillère en or. Non, mais lui, en tout cas, il gagne mais 18 000 bruts par mois, c'est pas rien du tout. Alors, c'est facile de modérer les salaires des travailleurs. Et moi, je crois que c'est là qu'il faut un changement. Vous avez parlé de colère. Vous avez lancé les vendredis de la colère avant les actions syndicales. Et Jean-François Tamellini, FGTB, qui était mon invité, a voulu mettre les choses au point. Écoutez. Non, le PTB... Vendredi de la colère. Le contre-pouvoir, c'est le syndicat qui l'organise. Ah, pas le PTB. Le PTB peut rejoindre les plans d'action qu'on met en place, ils font ce qu'ils veulent, mais nous mettons en place des actions, et donc, effectivement, on doit mettre en place ce rapport de force pour faire changer les choses. Voilà, pour eux, le contre-pouvoir, c'est eux, et même Thierry Blochon a été plus loin. Hein. Il vous a accusé de professionnaliser le contre-pouvoir et récupérer la colère. C'est ce que vous faites. Je dirais 2 éléments. Le premier élément, c'est que les actions... Armée qui vous attaque. Oui, d'abord, moi, je suis d'accord avec M. Tamellini. Quand il dit que le PTB fait son truc, le syndicat fait son truc. Vous récupérez. C'est complémentaire. Ça, c'est donc de ce côté-là, la manif, la grève du 9 novembre, on appelle évidemment à soutenir cette grève-là. Donc, c'est complémentaire. Mais le deuxième point sur lequel, effectivement, je ne suis pas d'accord, c'est que le contre-pouvoir est multiple contre le capitalisme. Vous avez les syndicats, vous avez évidemment les partis révolutionnaires comme le PTB. Je veux dire, le mouvement ouvrier politique a toujours été un contre-pouvoir contre le capitalisme. Oui, alors, ça me paraît clair, c'est une question stratégique, ça. Vous avez le monde, évidemment, associatif, les mutuelles, etc., sont un contre-pouvoir contre le capitalisme, qui a différentes branches dans ce contre-pouvoir, et c'est un débat essentiel. Et le PTB ne va jamais accepter de devenir un parti comme les autres, qui intègre l'État capitaliste comme les autres. Ça, c'est un débat stratégique que Marx a posé. On le sait, puisque vous restez au balcon, comme disent vos ennemis. Mais vous ne croyez pas à la transformation de la société par l'action parlementaire. Votre prédécesseur, en 2000, disait, je cite, « Seule l'insurrection populaire et la révolution peuvent mettre fin à ce système barbare, c'est-à-dire le nôtre. » Alors moi, je vous pose la question. Quid concrètement? Grève illimitée, insurrection armée, terroriste? Putsch? Non, putsch, terrorisme, etc., certainement pas. Non, l'insurrection armée... Vous posez une question stratégique. Est-ce que le Parlement, à lui tout seul, permet d'avoir une révolution sociale comme on la veut? La réponse, elle est non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le pouvoir ne se trouve pas au Parlement. Mais comment alors? Dans la rue, comment? Alors, dans la rue, il y a plein Avec des armes? Non, il y a plein de formes... Non, moi, j'appelle pas ici à prendre les armes. J'appelle effectivement les manifestations, les grèves, les pétitions, les sittings, les jeunes qui manifestent cet après-midi. Et ça va changer le monde. Ah ben, écoutez, c'est comme ça qu'on a changé le monde. La sécurité sociale... La révolution, c'est pas comme ça. Vous croyez que la sécurité sociale est venue comme ça? Non, elle est venue parce que dans la rue, il y avait un rapport de force. Sur la question d'une révolution armée, ça, c'est pas ma première option. Je constate juste que... Mais vous pourriez y aller. Mais les partisans armés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont eu raison d'avoir une résistance armée contre les nazis. Donc, de ce côté-là... Et vous, contre le capital, vous pourriez prendre les armes? Pas maintenant du tout, pas du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force démocratique à construire. Mais vous savez, quand le camarade Allende a pris le pouvoir en 73 au Chili, par exemple, vous avez tout le capital qui s'est retourné contre lui et les services secrets américains. Donc, de ce côté-là, moi, je suis clair là-dessus. Je crois à l'activité parlementaire. D'ailleurs, le PTB est très actif au Parlement, que ce soit en question, en loi, etc. Mais je crois qu'effectivement, la peur doit changer de camp et que notre camp, à nous, doit s'organiser en dehors du Parlement. Parlons de l'accord européen
sur l'énergie, pour faire baisser les prix. C'est un accord corridor de prix dynamique. C'est un accord, si j'ai bien compris, pour ne rien conclure, mais surtout pour ne rien exclure. C'est enfin la bonne voie? Alors, vous avez bien synthétisé le truc. En fait, on n'a rien décidé. Ça, c'est très clair, parce qu'on a décidé un plafond. Un cadre, quand même. Un cadre. Donc, c'est un plafond. Oui. Mais chez moi, le plafond, il bouge pas, normalement. Et là, l'Europe va faire bouger le plafond. Un plafond dynamique, donc personne n'y comprend rien du tout. Et donc pourquoi on n'y comprend rien du tout? Parce que l'Europe a en fait décidé de faire un plafond qui va rester compatible avec le marché capitaliste. La loi de l'offre et la demande, la spéculation sur le gaz et l'électricité, qui font que des multinationales comme Total va faire des milliards de bénéfices, Engie des milliards de bénéfices, parce qu'ils profitent du marché. Et donc moi, ce que j'aurais voulu, c'est un plafond. Vous voulez nationaliser? Alors, c'est dans votre programme, d'ailleurs. Tout à fait. Première mesure. Donc deux mesures d'abord. D'abord, un blocage des prix, comme on fait en France. La France le fait. La France, c'est pas la même position que la Belgique, quand même. Donc moi, je crois qu'on peut bloquer les prix. On paye 3 fois moins pour notre énergie en France qu'en Belgique. Pourquoi ce qui est possible en France n'est pas possible en Belgique? C'est ce que je pose comme question au Paul Magnette, au Georges-Louis Boucher, au Alexandre De Croo. Ils savent pas me répondre à ça. Moi, je dis blocage des prix. Mais deuxièmement, vous avez raison de le poser. Fondamentalement, comme marxiste évidemment, je trouve que des secteurs aussi importants que l'énergie ne devraient pas être dans les mains des multinationales. Or, la plupart des partis politiques, PS, MR, Écolo, CDH, ont tous libéralisé le secteur. Vous vous rappelez, dans les années 2000, ils nous ont dit on va libéraliser le secteur et donc les prix vont baisser. Eh ben non, monsieur Vrébos. Dans le capitalisme, quand vous libéralisez un secteur, vous avez les grands qui mangent les petits et les multinationales qui prennent tout le contrôle. Vous attaquez tout le temps le capitalisme, c'est normal, vous êtes communiste. Mais est-ce que le communisme a réussi quelque chose dans le monde? Non, mais moi, à part la Chine. Non, mais moi, mon but, c'est pas d'aller copier-coller les modèles qui se passent ailleurs. Moi, je suis belge. Chaque fois, le communisme a raté. Moi, je suis belge. Ouais, ben, je constate que le capitalisme a détruit beaucoup de choses sur la planète, et socialement, et au niveau du climat, donc au niveau de l'environnement. Donc moi, je veux des solutions adaptées à la Belgique. Mais vous savez, on a eu à une époque une société productrice d'électricité, la SPE, qui produisait 10% d'électricité belge. C'était une société qui fonctionnait bien. Elle a été privatisée et vendue à Luminus par le PS, le MR et Écolo. 3 partis. Alors que le MR le fasse, je comprends. Mais le PS et Écolo, comment ont-ils pu privatiser des outils publics aussi importants? Et donc, ce que je demande aujourd'hui comme solution, parce que le but n'est pas de parler du passé, c'est qu'évidemment, on remette sous statut public un secteur aussi important que l'énergie. Oui. Dites-moi, il faut désobéir aux règles européennes ou pas? Ah, ça me paraît très clair. Vous savez, c'est vrai, violer le droit européen. Tout à fait. Attendez, quand les banques étaient dans la misère, quand elles ont été boursicotés avec notre argent, en 24 heures, on a fait sauter plein de décrets européens, parce qu'évidemment, c'était des aides aux entreprises privées. Et aujourd'hui, que les travailleurs, la classe travailleuse souffrent, on ne devrait pas ne pas désobéir à l'Europe. Bien sûr qu'on a désobéi à l'Europe, ça me paraît très clair. Alors bon, parlons d'Engie. Vous avez cité Engie à plusieurs reprises. Alors, vous êtes au pouvoir. Vous faites quoi avec Engie? Alors, vous prenez d'abord ses bénéfices, vous discutez avec elle, puis pour l'instant, rien ne bouge. Alors, j'active l'article 20 de la loi, aujourd'hui, sur l'énergie en Belgique, qui permet de fixer les prix. Oui. Aujourd'hui, Engie a un prix de production pour son mégawatt-heure d'électricité de 25 à 30 euros. Il nous le vend, à nous les travailleurs, à du 250 euros par mégawattheure. Mais c'est un hold-up sur les portefeuilles des gens. Donc moi, je prends une loi qui impose à Engie un prix de vente, on va dire 50 euros du mégawattheure, avec une petite marge. Moi, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir de marge. C'est la première mesure que je prends. Et pour les centrales, les fameuses centrales. Mais c'est le même débat. Quelle est votre option à vous pour finir? Mais mon option à moi, c'est qu'on arrête d'être dépendant complètement d'Engie. Parce qu'ils sont là, nucléaire, pas nucléaire, etc. Oui. Qui décide de ça en Belgique? C'est pas les. Le gouvernement est faible. C'est le maillon faible, comme disait votre ami Georges-Louis Boucher. Il a tout à fait raison. La différence, c'est que c'est lui le gouvernement. Donc il est en train de dire à tous les travailleurs qui ont voté MR, moi, je ne sais rien faire, je suis le maillon faible. Et il a raison. Pourquoi? Parce que le MR, mais tous les autres partis, ont négocié en fait de se retrouver à genoux devant Engie. Parce qu'Engie décide. Et comment vous expliquez ça? Parce que en Belgique, monsieur Vrébos, c'est une tradition qu'on a donné tout ce pouvoir aux multinationales, notamment Engie, dans les cabinets ministériels des ministères de l'Environnement, que ce soit Tine van der Straten, que ce soit madame Marguem, vous avez des représentants d'Engie qui sont là, des gens qui étaient chez Engie, qui ont été travaillés, et c'est le lobby en Belgique. Vous voulez dire quoi? Je dis qu'en Belgique, il y a sur certaines compétences importantes une fusion entre le personnel politique et le capital. Totaux. Tout à fait. C'est quand même grave ce que vous dites là. C'est grave, mais allez regarder. Magouille, quoi, c'est ce que vous dites. Vous insinuez. C'est même pas des magouilles. Le système est structuré comme ça, monsieur Vrébos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tel monopole de la connaissance du marché énergétique dans une ou deux multinationales. Vous savez, il y a 7 multinationales qui maîtrisent l'ensemble du marché européen de l'électricité. 7, pas 8. Il y a eu 300 fusions.
ces dernières années qui ont fait que les petits se sont fait manger par les grands. L'Empiris a été racheté par Lumineuse, etc., etc. Et donc, ce pouvoir économique est aussi un pouvoir politique. Et c'est celui que je dénonce. C'est pour ça que je dis aux travailleurs, osez faire changer la peur de camp en se mobilisant. Alors vous conseillez quoi au gouvernement, là, dans les semaines qui viennent? Blocage des prix, ça me paraît très clair. Par rapport à Engie. Très clair. Donc, au niveau d'Engie, menacer Engie, évidemment, menacer d'expropriation à un moment donné. Il faut pouvoir mettre un rapport de force en place. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, si on avait laissé faire toutes ces multinationales, on serait encore aujourd'hui dans les années 50 au niveau des productions. Donc moi, je crois qu'il faut effectivement menacer Engie. Et si Engie ne veut pas, on reprend le contrôle public du secteur. Je veux dire, les Français ont leur contrôle public du secteur. Pourquoi la Belgique ne devrait pas pouvoir l'avoir? On a nationalisé des entreprises dans les années 70-80. Et j'entends, monsieur Vribos, que de plus en plus de gens sont d'accord avec le PTB là-dessus. On était tout seuls il y a 10 ans à le dire. Aujourd'hui, le paradigme est en train de changer. Allez, le choix étoilé. Alors, rien que des chefs d'État étrangers, plus ou moins communistes, Kim Jong-un, vous connaissez, Corée du Nord, Xi Jinping, qui vient d'être réélu avec grand succès, Miguel Diaz-Canel, j'espère que je prononce bien, et Vladimir Poutine. Moi, je mettrais... Donc, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Moi, je mettrais en fait le 1 et 2 et 4 au tapis parce que c'est pas du tout mon modèle. Moi, je vais pas les choisir, c'est des modèles qui ne sont pas les miens, etc. Ouais. Donc, de ce côté-là, je veux dire, c'est pas les miens. Je pense qu'effectivement, au niveau de Cuba, il y a vraiment des améliorations sociales et une résistance. Donc, 1 étoile, qui se fait, etc. Donc là, moi, je donnerais au Cuba, combien d'étoiles je peux donner? 3. C'est ça, je vais donner 2 étoiles au 2 étoiles, oui. Cuba. 1 étoile 1 étoile, je dirais Xi Jinping, parce que je pense qu'il y a quand même plus ou moins 800 millions de Chinois qui ont été sortis et 3 étoiles. Pauvreté. Mais là, je donnerais pas 3 étoiles parce que les autres. Et vous mettez au tapis la Corée du Nord et la Russie. C'est pas du tout mon modèle, évidemment, ce qui se passe en Corée du Nord. De ce côté-là, c'est vraiment. Avant, oui, Ouais, mais bon, maintenant, c'est quand même vraiment longtemps qu'on a condamné à faire. Pour l'action de Vladimir Poutine, je condamne évidemment la guerre qui est en cause aujourd'hui, mais je veux quand même dire que je ne rentre pas dans la logique aujourd'hui de guerre froide, qui est celui de nous faire croire qu'en s'alliant complètement aux Américains, on va trouver la paix. Moi, j'ai peur aujourd'hui, effectivement, d'une guerre mondiale. J'ai peur aujourd'hui d'avoir les Américains qui poussent à la guerre. Et qui va perdre? C'est les Européens. C'est les Européens. Ça me paraît très clair. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas. On reviendra. Tiens, vous êtes sympa, a dit Ahmed Laouej, votre collègue, mais les gens qui sont derrière vous n'ont pas renoncé au maoïsme et au stalinisme. C'est vrai? Mais non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi. Je crois qu'Ahmed Laouej a un peu tendu du fait d'avoir une concurrence enfin sur la gauche du PS. Mais vous êtes quand même imbibé de... Mais non, quand même pas, vous pouvez le reconnaître. Mais pas du tout, mais on est révolutionnaire, mais on veut évidemment pas copier-coller tous ces modèles que vous me dites ici aujourd'hui, et ça fait longtemps qu'on le dit. Mais je veux pas rentrer dans la logique de guerre froide. Si vous me parlez de l'Union soviétique, moi je vais évidemment pas tous faire ce qui s'est passé là-bas, mais oui, c'est l'armée rouge qui a battu les nazis. On peut encore le dire ici aujourd'hui. Moi je pense aux résistants communistes qui aujourd'hui se sont battus dans les années 40-45 contre l'envahisseur nazi. Donc moi je vais pas rentrer dans une vision noir-blanc de l'histoire, mais si vous me posez la question, est-ce que moi je vais reproduire tout ça, la réponse elle est non. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Il y a 1 an, toujours votre collègue socialiste Ahmed Laouej avait noté que votre ancien président Peter Mertens avait dépensé 400 000 € sur Facebook. Alors ma question un peu banale, mais comment un communiste peut justifier l'utilisation de l'argent public sur Facebook? Cerise sur le gâteau idéologique, qui est une multinationale américaine qui ne paye aucun impôt en Belgique. Il y a 2 éléments. Ça doit vous faire mal, ça. 400 000 € que vous donnez au méchant capital. Il y a 2 éléments. La première chose, c'est qu'on vit dans notre réalité, notre société, et donc nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher ces bénéfices de Facebook. Mais deuxièmement, en Flandre, vous êtes en face d'une extrême droite qui est très très forte sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas moyen de faire autrement pour un communiste? Moi, je pense qu'effectivement, on doit combattre l'extrême droite sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tous ces réseaux sociaux. Et je me plains un peu de voir cette gauche qui regarde les bras ballants, cette droite augmentée partout, en Italie, en France, aux États-Unis. Et nous, on n'irait pas mener le combat chez eux. Et donc, effectivement, en Flandre, nous passons très peu dans la presse traditionnelle, c'est la réalité, etc. aujourd'hui. Et donc, oui, ce combat, on le mènera. Par contre, où je peux être d'accord, mais là, je vois que le PS ne me suit pas, c'est de supprimer, de diviser par 2 les dotations aux partis. Parce qu'il y a un gros problème qu'on a en Belgique. Ça, vous l'avez déjà dit. Ah ouais, parce que les partis ont beaucoup trop de fric en Belgique. Mais là, je vois alors qu'il n'y a personne au balcon pour nous soutenir. Allez, le mea culpa. Dans le dernier baromètre Le Soir RTL Ipsos, vous baissez, vous stagnez, un petit mea culpa? Mais attendez, on est à 18%, je veux dire. Oui, on va pas faire. Non, on va pas un petit mea culpa quand même, ou pas? Moi, je crois que je suis
trop impatient. De ce côté-là, je sais que je suis quelqu'un qui suis impatient, je vais changer vite les choses, etc. Et donc, il faut construire le parti. Et j'entends beaucoup de gens qui nous disent à juste titre, dans ma commune, dans mon entreprise, le PTB n'existe pas encore. Quand allez-vous venir? J'entends les amis luxembourgeois qui me disent ça, etc. Oui, on va devoir prendre le temps pour construire quelque chose de solide sur le terrain. Et ça prend du temps. Aucun mea culpa réel. Mais voilà, donc de ce côté-là, moi je crois que ça peut booster, mais 18%, et moi je signe pour ça dans 2 ans. Je veux dire, attendez, ça fait toujours... Vous signez pour ça, et ça fait toujours 5-6% en plus par rapport aux dernières élections, ça montre qu'on a le vent en poupe. Alors, toute autre chose, on revient un peu à la guerre. Est-ce qu'il faut s'appauvrir? Certains disent oui, non, pour l'Ukraine, pour défendre les valeurs, et un pays qui veut aller vers la démocratie contre une autocratie russe. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, ceux qui doivent s'appauvrir, c'est les profiteurs de guerre. Et il y en a. J'ai parlé tout à l'heure des multinationales énergétiques aujourd'hui qui sont pleines d'argent. Les multinationales américaines, parce qu'on dit ouais, le grand frère américain. Les États-Unis. Oui, les États-Unis d'Amérique arrivent avec des tankers remplis de gaz liquide qu'ils nous vendent. Ok, ils nous vendent, c'est 260 millions d'euros par tanker. Or, le prix de revient est de 60 millions d'euros. Donc on est les dindons de la farce. Complètement, évidemment. Les Américains poussent. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut relancer une grande initiative. Laisser l'Ukraine se débrouiller? Non, pas du tout. Il faut une grande initiative de paix qui doit être lancée au niveau de l'égide de l'ONU. Moi, je ne crois pas que l'OTAN est la solution. C'est votre ennemi, l'OTAN. L'OTAN a été bombardé en Afghanistan. Ils ont rasé le bazar, je dirais, en 20 ans. Qu'est-ce qu'on a résolu? On a été très bien en Libye. On veut maintenant faire la guerre au niveau des Russes. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que de ce côté-là, on doit lancer une grande initiative de paix avec toutes des autres puissances. Mais parlé tout à l'heure par rapport à la Chine. Oui, je crois que l'Europe doit tendre la main à l'Inde, à la Chine, à l'Afrique du Sud. On va vers un monde multipolaire. Soit on rentre à nouveau dans la guerre froide, monsieur Vrébos, c'est-à-dire où l'Europe s'aligne complètement sur les États-Unis, soit on aura un monde multipolaire. La guerre froide va nous mener à la guerre mondiale. Ça, c'est clair. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il faut aller dans ce sens-là. Entre Poutine et Biden, vous choisissez qui? Vraiment aucun des deux, parce que parce que pour moi, c'est deux grandes puissances qui vont vers la guerre. Non, mais pas du tout. Ce sont des puissances impérialistes, toutes les deux. Mais je ne vais pas dire que M. Biden défend la démocratie dans le monde. Qu'est-ce que les Américains en ont à foutre de la démocratie dans le monde? Ils ont rasé un pays comme l'Irak. Est-ce qu'on a demandé à M. Bush d'aller devant le tribunal pénal international? Pas du tout. C'est ça. Moi, ça me dégoûte, cette hypocrisie au niveau géopolitique. Donc l'Europe est hypocrite, si je me suis... Complètement. On est en train de parler maintenant des Ukrainiens. Qui est en train de parler du peuple palestinien aujourd'hui, qui se fait massacrer? Personne. L'Arabie Saoudite, notre grand allié sur lequel on va aller acheter l'essence, le pétrole, pas de problème de sanctions. On est complètement dans une hypocrisie aujourd'hui où en fait le seul agenda qui existe, M. Vrébos, c'est l'agenda d'une domination économique. Et vous avez raison que le capital, on y revient. Tout à fait. Et les Russes veulent évidemment leur zone d'influence, mais les Américains et les Européens aussi. Des cotes sur 10, des tomates sur Van Gogh, les fameux tournesols. 1 sur 10. Ah oui, c'est pas le genre de truc pour... je crois que ça polarise et ça aide pas la cause. Voilà. Suppression de la TVA sur les fruits et légumes, c'est Van Peteghem qui propose ça ce week-end. Alors l'idée elle-même, 8 sur 10. Le problème, c'est que M. Van Peteghem a rajouté par après, évidemment, en disant « et il mettra alors la TVA sur l'électricité à 9%. Là, je peux pas être d'accord. Si c'est pour nous mettre moins cher les tomates et plus cher l'énergie... Est-ce qu'il faut moins consommer et vivre la décroissance? Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut une autre croissance. Le gros problème aujourd'hui, c'est que le capitalisme nous pousse à la surconsommation. C'est bien clair. On a investi des milliards dans la publicité pour nous bourrer le crâne. Pour acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Donc là, il y a un problème. Vous savez, la plupart des travailleurs, ils vivent déjà aujourd'hui la décroissance. Alors quand M. Macron dit qu'il faut faire attention et que c'est la fin de l'abondance, lui, il s'en fout. Il a tout son pognon dans ses poches. Donc je trouve ce genre un peu hypocrite quand les puissants vont dire « oh, mais il faut faire un peu de décroissance », alors qu'en fait, les travailleurs la vivent déjà. Boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, puisque finalement, on a accepté. Alors, franchement, je vais être honnête avec vous, je vais dire 5 sur 10. Je crois qu'il faudrait plutôt faire payer la FIFA pour tous les dégâts qui ont été faits aux travailleurs et c'est une revendication qui vit aujourd'hui. Mais deuxièmement, je vous avoue... Vous allez y aller au Qatar? Non, je ne vais pas aller au Qatar, ça, il n'y a aucun risque. Par contre, je vais regarder le match des diables. Surtout avec vos 2 000 euros. C'est ça, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. On va pas trouver le ticket d'avion pour ça. Le parti devrait vous donner 4 000. Ça ne va pas aller. Mais par contre, je vais regarder les matchs des diables. Je veux dire, maintenant que le vin est tiré, je regarderai les matchs. La réintroduction du service militaire, qui est une idée du patron des armées. Je dirais 2 sur 10. Je dirais 2 sur 10 parce qu'en fait, le but, c'est de préparer à la guerre. Soyons clairs. Le but, c'est d'envoyer... Par les temps qui courent. Moi, je crois qu'il y a envoyé nos jeunes aujourd'hui sur le front, la guerre. Je suis pas d'accord avec ça. De ce côté-là, la défense, elle devrait faire une chose, c'est la défense, justement, et pas l'attaque. Et de ce côté-là, moi, je veux bien une armée défensive qui protège notre territoire. Mais aujourd'hui, on est en train de construire en Europe et dans l'OTAN une armée offensive qui va se mêler de tout ce qui se passe à travers la planète. Moi, je crois que c'est pas que c'est Emmanuel à le père. Allez, la dernière question. En un mot, quel est le conseil que vous donneriez à Paul Magnette
En un mot. Principe. Avoir des principes. Moi, j'ai un problème avec Paul Magnette, c'est qu'il va dans ses livres écrire des grands principes. Ouais, avoir des grands. Le problème, c'est qu'il a des grands principes de gauche dans ses livres, mais il pratique une politique de droite. Et ça, c'est un problème. Raoul Edebo, merci d'avoir été mon invité ce dimanche.